Nous allons parler recrutement. Nous allons parler des techniques du recruteur indépendant. Alors, je vais vous préciser un petit peu tout ça, ce que ça veut dire. Nous allons ensemble passer ce webinaire, va durer à peu près 1 heure. Le précédent était un petit peu plus long, il a duré 1 heure et demie, mais voilà, je ne voulais pas faire non plus trop long. Donc, on va essayer de passer en revue quelques techniques du recruteur indépendant. C'est le deuxième webinaire. On a une série de 3 webinaires. Je vais vous les présenter. Et d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui je suis, je suis Renaud Frémont. Je suis le responsable du réseau Humanéo et donc consultant aussi indépendant en ressources humaines et recrutement. Je vous présente un tout petit peu Humanéo. Le but, ce n'est pas de faire de la pub, mais on va le faire quand même un petit peu. On est un réseau de consultants indépendants. On est spécialisé sur 4 métiers: le recrutement, le conseil RH, la formation professionnelle et le coaching. Pour certains d'entre nous, nous avons une qualification de coach. Et puis aujourd'hui, on est 7 consultants. On s'agrandit de plus en plus. 7 consultants et un responsable de la communication, Antoine, que je remercie encore vivement, qui m'a beaucoup aidé pour mettre en place ce webinaire. Je vous disais donc que c'est un webinaire qui s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires. Le premier a été mis en place, donc a été fait il y a un mois, être ou ne pas être recruteur indépendant, où j'abordais un peu l'histoire de mon histoire et de la manière dont j'ai décidé de me lancer dans ce métier-là. Et puis, il y aura un deuxième webinaire. On vous en donnera les informations, évidemment, si vous le souhaitez, le 9 juin, pareil, à 11 h, sur comment lancer son entreprise de recruteur indépendant, pour ceux qui aimeraient faire le pas de passer du mode salarié au mode indépendant. Alors, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà dans les ressources humaines ou dans le recrutement. Je n'ai pas fait de sondage sur est-ce que vous êtes indépendant ou pas, mais voilà, si ça vous intéresse et si ça intéresse d'autres personnes, n'hésitez pas, on parlera un petit peu plus de l'entrepreneuriat à ce moment-là, de comment lancer son entreprise. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant 1 heure? D'abord, je vais un peu replacer dans le contexte ce webinaire. On va ensuite échanger sur différentes techniques qui me semblent essentielles de mon point de vue sur le métier du recruteur indépendant. Alors, des techniques de recrutement essentiellement, et puis on va parler aussi un petit peu de la relation commerciale en fin de parcours. Donc, ça va intéresser beaucoup, évidemment, ceux qui sont déjà soit à leur compte, soit qui aimeraient le devenir. Quelques astuces pour ne pas louper ces missions de recrutement. Un peu de contexte pour commencer. Le recruteur indépendant, donc le recruteur, est forcément une personne qui est entre l'entreprise, le client et les candidats. Donc, c'est un intermédiaire qui va prendre en charge tout ou partie du processus de recrutement pour le compte de l'employeur. Il ne va pas se substituer à lui, évidemment, ça va se faire avec lui. Il y a une co-construction de la mission. Cela dit, c'est important de replacer les choses. On est vraiment entre les deux. On ne prend pas de décision à la place de l'employeur. C'est quand même l'employeur qui prend la décision de recruter ou pas à la fin du processus. Et par contre, nous, on est quand même entre les deux, donc on a besoin du contact aussi avec les candidats. On n'a pas la responsabilité de l'embauche, donc ça, c'est super important de le rappeler. Mais par contre, on a un objectif de résultat, c'est-à-dire que comme le client nous sous-traite une partie de ce processus, ou tout le processus, il va attendre un résultat forcément. Donc le résultat, il est parfois un peu difficile à définir, parce que justement, comme je dis ici, il n'existe pas d'usine à candidats. Donc lorsqu'une entreprise va nous confier une mission pour recruter un chargé de projet ou un technicien, avec tel critère de compétences, tel critère de salaire, etc., on ne peut pas fabriquer ce candidat. Peut-être que ce candidat n'existe pas, le profil idéal, c'est chouette, mais parfois, on est obligé de faire avec les candidats qui se présentent. Donc, c'est important aussi dans notre processus et dans toute la mission qu'on explique à nos clients que le résultat, oui, on a un objectif de résultat, mais ça ne sera peut-être pas celui qu'il attend parfaitement. Parce que les gens, on ne les fabrique pas. On ne fabrique pas les compétences des candidats. Autre chose aussi important, garantie de bonne fin, oui, merci d'avoir tout mis en œuvre. Effectivement, moi, ce que je mets dans mes contrats, c'est qu'on s'engage à mettre tout en œuvre pour trouver la personne la plus proche des attentes de nos clients. Donc, merci pour la question, consultant BC. C'est ça qu'il faut expliquer en fait à nos clients. Ce que je vais vous présenter aussi parmi les différents outils techniques que j'utilise, c'est ma vision des choses à moi. Je suis consultant depuis quelques années. Il y a forcément d'autres manières de faire. Il n'y a pas de processus type, il n'y a pas de processus imposé. Donc chacun a un petit peu sa manière de faire.
Et ça m'intéresse effectivement qu'on puisse ensemble en discuter également. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà dans le métier du recrutement et qui ont d'autres astuces à partager ou d'autres façons de faire. Et ça m'intéresse qu'on échange ensemble. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui sont connectés un peu à la fin, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Converser » où vous pouvez poser des questions. Je l'affiche à côté, donc de temps en temps, je jetterai un coup d'œil lorsqu'il y a des questions qui se présentent. Et n'hésitez pas à alimenter, à donner vos astuces, à partager avec nous. Une fois qu'on a posé un petit peu ces bases-là, donc on est dans le cadre d'un recruteur indépendant, hein, donc on n'est pas le recruteur au sein d'une entreprise. C'est important de le préciser, on a une relation commerciale avec nos clients, donc forcément on a cette garantie de bonne fin, comme disait notre ami, ou de résultat, selon comment on veut jouer la chose, qui est importante à préciser. Je vais vous présenter maintenant quelques techniques essentielles qui, à mon avis, sont vraiment importantes, surtout si vous débutez dans le métier ou que vous avez envie de prendre en main ce métier-là, si vous avez envie de passer le pas. Ça peut servir également, évidemment, à ceux qui sont chefs d'entreprise. J'en ai quelques-uns autour de la table. Je salue Jonathan, chef d'entreprise, ou Joël, qui est responsable d'association, qui vont peut-être être amenés à recruter eux-mêmes pour leur propre compte, pour le compte de leur propre entreprise. Donc, ces techniques-là sont très facilement transposables. Il y a quelques outils, par contre, que je vais présenter qui sont plus spécifiques au métier de recruteur indépendant. D'abord, première chose très importante à mes yeux, c'est d'avoir un processus de recrutement. On ne va pas s'improviser recruteur en lançant comme ça, puis sans savoir ce qui va se passer après. On ne va pas lancer une offre et attendre d'avoir des candidats pour imaginer ce qui va se passer. Le recrutement, c'est trouver le candidat le plus proche des attentes du client à un moment donné, qui soit disponible, parce qu'il faut qu'effectivement le candidat ait envie de changer de métier, changer d'entreprise ou de trouver un emploi, et qui recherche aussi cette offre comparable à celle proposée. Donc, ce n'est pas tout de savoir qu'il y a un candidat potentiellement qui est correspondant à mon profil, il faut encore que ce candidat ait envie de travailler pour l'entreprise de mon client. Donc, c'est important qu'on pose ces bases-là aussi en termes de définition. On ne peut pas trouver le candidat parfait, il existe probablement, mais est-ce qu'il est disponible à ce moment-là? Est-ce qu'il recherche à ce moment-là? Et est-ce qu'il recherche une entreprise comme celle de mon client? Ce n'est pas gagné. Donc, pour ça, on va mettre en place un processus qui nous permette à la fois d'attirer un grand nombre de candidats, potentiellement qui ne sont pas ou pas tout à fait adaptés à l'offre, mais qui nous permettent d'avoir du choix, et ensuite de les filtrer successivement. Donc, il y a vraiment ces deux approches à chaque fois. Attirer un grand nombre de candidats, pour moi en tout cas, et filtrer successivement ces candidats pour arriver à une sélection, à quelques profils qui sont très intéressants pour nos clients. La différence justement entre le recruteur indépendant et puis peut-être le chargé de recrutement dans une entreprise en interne, c'est que nous, on va essayer d'élargir le plus possible, puisque c'est notre mission, le panel de candidats qui se présentent à nous. Si on travaille dans une entreprise, par contre, peut-être qu'on va un peu plus cibler au départ pour ne pas avoir une masse de travail trop importante à passer sur un recrutement. Donc, un processus parmi d'autres, c'est celui que nous, on utilise chez Humaneo, qu'on a défini et qu'on opère. C'est un processus assez simple, hein, il n'est pas très compliqué. Nous allons d'abord rédiger, diffuser une offre, recevoir des candidatures. On a une étape supplémentaire que je détaillerai un petit peu plus, qui est l'envoi de dossier de candidature. On fait passer souvent des tests de personnalité également à nos candidats. Puis on passe par une phase d'entretien avec le consultant, donc entre le consultant et le candidat. Un premier entretien qui va permettre de faire une sélection. Et ensuite, on va présenter les candidats à nos clients et accompagner le client dans ces entretiens. Bien sûr, je mets entretien au pluriel parce qu'il peut y avoir plusieurs séries d'entretiens selon la difficulté du recrutement, selon les choix qui sont à faire. Et nous, on a rajouté une étape qui est souvent le cas dans tous les processus de cabinet de recrutement, c'est le suivi après embauche pour essayer de garantir le plus possible la bonne fin, le bon résultat et être sûr que tout se passe bien. Là-dessus, on a mis ce processus, il y a des filtres. Hein. On fait un premier filtre au moment des tri des candidatures, au moment de l'envoi des dossiers, au moment des entretiens clients et consultants. Vous avez vu que je n'ai pas mis de filtre au niveau des tests de personnalité. Pour nous, le test de personnalité n'est pas un filtre en soi, puisque c'est un test que les candidats vont passer, mais qui va plus nous servir de guide d'entretien pour découvrir les traits de caractère, la motivation,
la culture managériale des candidats, plutôt que d'être un vrai filtre. On préfère dire à nos clients, voilà ce candidat, voilà le tempérament qu'il a, voilà les traits de caractère qu'il a, voilà la manière dont il aime être managé. Mais on ne va pas ne pas présenter un bon candidat parce que son test de personnalité sera entre guillemets mauvais. On considère, en tout cas pour nous, qu'il n'y a pas forcément de mauvaise personnalité. Après, il y a des personnalités qui s'adaptent plus ou moins facilement à la culture d'entreprise de notre client. Donc nous, on ne met pas un filtre là-dessus. On présentera toujours on s'entretiendra toujours avec les candidats, quelle que soit l'étape. Le processus, pour nous, et c'est important de le préciser, c'est un processus qui doit être simple à expliquer et à exécuter. À expliquer parce que nos clients parfois sont un peu curieux, ils veulent savoir quelle est la valeur ajoutée d'un cabinet de recrutement, donc il va falloir qu'on leur explique toutes les étapes par lesquelles on passe et quel est le bien pour eux, que ce soit nous qui le fassions plutôt que évidemment, puisqu'ils vont nous payer. Il faut qu'il soit simple aussi à exécuter parce que on a une mission à accomplir avec un budget donné et si on éclate notre budget en y passant 3 fois trop de temps, forcément ça va coincer. Donc il y a aussi une rationalité à avoir dans notre processus. Adapté au profil recherché, ça semble logique, même si c'est un processus type que nous on utilise, on va parfois enlever certaines étapes selon le profil. Par exemple, on recrute beaucoup dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, on peut avoir besoin de techniciens qui vont être peut-être très rétifs à remplir un dossier de candidature un peu long, un peu compliqué. Donc, parfois, on va sauter cette étape-là et on va approfondir un petit peu plus la candidature au moment des entretiens consultants. Donc, on va l'adapter, notre processus, au profil. Il faut quand même une certaine flexibilité. Un processus qui doit être mutualisable à plusieurs recrutements. Alors là, on est dans le cas du métier de recruteur indépendant en plein dedans. Quitte à avoir des outils, quitte à construire des process ou des formulaires, des dossiers, etc., il vaut mieux que ce processus soit mutualisable à différents recrutements, c'est-à-dire qu'on puisse le transférer d'un client à l'autre. Par exemple, pour nous, le dossier de candidature, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, notre dossier de candidature est un dossier de candidature type qu'on ne va pas réadapter pour chaque client. On va recueillir des informations grâce à ce dossier qui sont des informations générales sur la vie du client. Donc, c'est important, ça aussi, d'y penser quand on met en place un processus, de pouvoir se dire, tiens, ce processus-là, je vais pouvoir facilement le dupliquer. Les outils que je suis en train de créer pour ce recrutement-là, je vais pouvoir les réutiliser derrière pour d'autres recrutements. Et enfin, efficace et peu coûteux. Efficace parce qu'il faut qu'on arrive à un résultat. Si on met trop d'étapes, on risque de ne pas avoir de candidats qui vont jusqu'au bout. Si on n'en met pas assez, on risque d'avoir un tamis qui laisse passer un peu tout type de profil. Et puis, la question du coût, on l'a déjà évoqué. On fait payer cette prestation à nos clients. Cette prestation, elle doit rester raisonnable pour qu'on soit à la fois compétitif par rapport à nos concurrents, mais aussi que nos clients s'y retrouvent. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un processus qui soit bien cadré. Souvent, on pose la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce processus est innovant, en quoi il est innovant par rapport à d'autres. Le nôtre, il n'est pas très innovant. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent de l'ordinaire. On ne met pas, par exemple, d'étapes, mettre des candidats dans un escape game, faire des tests particuliers, des mises en situation. Enfin bref, il y a pas mal de cabinets qui se positionnent là-dessus. D'ailleurs, je n'ai aucune réticence à ça, mais nous, on a choisi quelque chose de plus simple et de plus facile à mettre en œuvre. Parce que nos clients, notre cible de clients, elle est aussi attachée à la simplicité. On travaille beaucoup avec les petites entreprises, TPE, PME. Donc, on a un processus qui s'adapte très bien à ce type de clientèle. Donc, ça, premier outil, créez votre processus. Essayez de construire étape par étape comment vous allez aboutir au bon résultat. La définition des besoins, je ne l'ai pas mis dans le processus et pourtant, c'est une étape super importante. Il ne faut vraiment pas la négliger. C'est aussi un moment, le premier moment où on va rencontrer le client, on va discuter avec lui, mais aussi on va recueillir suffisamment d'informations pour construire tout le reste. Donc vraiment, il faut y passer du temps. Ça, c'est un conseil que je fais à tout le monde. On va recueillir l'intitulé du poste, notamment. Je vais vous donner quelques listes d'informations à recueillir. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. L'intitulé du poste, c'est vachement important, notamment pour l'attractivité. Avoir un bon intitulé, ça permet
d'être plus facilement, que notre offre soit plus facilement cliquable par les candidats. Par exemple, je reprends l'exemple du bâtiment. On a recruté il n'y a pas longtemps un chargé de projet. Un chargé de projet, ça ne veut rien dire en fait. Enfin, ça veut tout dire et rien dire. Chargé de projet, quelqu'un qui va sur un job board, sur Pôle emploi, voir des offres, il voit chargé de projet. S'il ne clique pas dessus pour voir le détail de l'offre, il n'ira pas plus loin. Donc, il faut qu'on trouve un titre un peu plus attractif et où qu'on donne des renseignements dans l'intitulé du poste qui vont faire que la personne va cliquer dessus. Donc ça, c'est vraiment important de bien le définir avec notre client. Les tâches et les missions, bien entendu, on va essayer aussi de travailler là-dessus pour que ça soit attractif. Et c'est pour ça souvent que je reprends un petit peu quand les clients ont déjà diffusé des offres, je les reprends et souvent je fais l'analyse que ils mettent dans ces tâches des choses qui ne sont pas forcément très attractives. Par exemple, dans une entreprise, si une petite boîte, tout le monde fait le ménage une fois par semaine, on ne va pas forcément le faire apparaître dans l'offre. On l'expliquera après au candidat que dans cette entreprise-là, les gens participent aux tâches d'entretien. Si on le voit dans l'offre, peut-être que la première réaction d'un candidat va dire non, je n'ai pas trop envie de faire ça, c'est pas pour ça que je me sens payé, donc je ne vais pas postuler à cette offre. Et on risque de perdre un candidat qui, malgré tout, pourrait être intéressé par l'offre. Les compétences indispensables et les compétences complémentaires. Évidemment, qu'est-ce qui est nécessaire en termes de compétences? Alors, quand je parle de compétences, je parle de compétences au sens large, le savoir, les diplômes, les certificats, le savoir-faire, l'expérience, et aussi le savoir-être, les compétences relationnelles, le caractère, le tempérament, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses que je vais lister et qui vont nous servir de filtre, nous, de notre côté. Et je distingue bien les compétences indispensables des compétences complémentaires. Je demande bien à mon client qu'est-ce qui est vraiment indispensable, sur lequel on ne peut pas déroger. Est-ce qu'il faut un certain niveau de diplôme pour pratiquer ce métier, par exemple? Ou est-ce qu'il faut à tout prix le permis de conduire, etc. Et puis les compétences complémentaires qui sont un plus et qui vont nous servir peut-être de second filtre et qui vont nous permettre de ne pas écarter peut-être certains candidats qui n'ont pas toutes les compétences complémentaires désirées, mais qui sont par contre super intéressants pour le poste. Donc, faire cette hiérarchie dès cette étape-là, ça permet aussi d'amener un petit peu d'éléments de tri et nous donner, nous, de la matière pour pouvoir trier correctement ensuite les candidatures. L'environnement de travail, on va décrire avec le client quel est l'environnement de travail, les outils utilisés, les outils qu'on met à disposition, les formations éventuelles qu'il aura. Ça permet aussi d'attirer les candidats qui vont peut-être être rassurés de connaître l'environnement de travail dès le moment où ils vont postuler. Le style de management, là aussi, alors on ne va peut-être pas le formuler de cette manière dans une offre d'emploi, mais on va essayer en tout cas de le définir avec l'employeur, à la fois pour filtrer les candidats qui ne correspondront pas du tout à ce style-là et qui seront complètement hermétiques. Donc, ça ne sert à rien de leur proposer ça. Mais aussi pour attirer des candidats. Et ça, c'est des choses qu'on va expliquer, par exemple, lors des entretiens consultants. On va donner de l'information aux candidats sur le management de l'entreprise. La rémunération. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on en parle avec le client. Alors, nous, on a souvent la difficulté, peut-être que vous pourrez aussi donner votre avis là-dessus. Certains de nos clients ne connaissent pas du tout les fourchettes de rémunération qui se pratiquent, ne savent pas du tout à quel niveau ils doivent proposer le salaire. Donc, on travaille avec eux là-dessus. Et nous, on a pris parti le plus souvent possible d'afficher la fourchette de rémunération dans nos offres d'emploi. Ce qui permet de faire un filtre un peu naturel aussi aux candidats qui ont des prétentions salariales trop élevées par rapport aux missions, de ne pas les décourager à postuler, parce qu'ils peuvent le faire quand même, mais de leur donner en tout cas l'indication qu'il va falloir peut-être qu'ils réfléchissent à baisser un peu leurs prétentions éventuellement s'ils veulent ce poste-là. Les avantages, évidemment, qu'il peut y avoir dans l'entreprise, ticket restaurant, possibilité de télétravail, c'est assez à la mode en ce moment, des voitures de fonction, enfin bref, tous les outils et avantages qu'on peut mettre en avant aussi dans une offre d'emploi et auxquels aujourd'hui les salariés sont très attachés, de pouvoir comparer ça par rapport à ce qu'ils ont eu avant. Donc, c'est très intéressant aussi d'en discuter. Et enfin, une date d'embauche idéale, ça c'est évident. À quel moment vous aimeriez que cette personne postule? Ça nous permet aussi de créer un filtre. C'est sur effectivement la disponibilité des candidats. Oui, la rémunération, remarque de consultant PC, je n'ai pas votre nom, c'est dommage. C'est souvent un sujet de tabou, ou du moins difficile à aborder. Effectivement, c'est aussi tabou avec les candidats qu'avec les employeurs souvent.
Mais il faut poser la chose sur la table. C'est notre rôle à nous de définir un critère, de savoir faire la conversion entre le net et le brut aussi, parce que parfois les employeurs se réfléchissent en net à ce qu'ils vont devoir verser sur le compte en banque de leurs salariés, alors qu'il faut aussi qu'on ait une idée du budget global d'une embauche. Il faut également qu'on puisse expliquer ça aux candidats, quoi, cette fourchette de salaire est plus ou moins négociable ou pas, qu'elle correspond à cette entreprise-là, que peut-être qu'elle a connu d'autres entreprises pour le même type de poste qui payaient beaucoup mieux, mais en tout cas, c'est comme ça ici. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais il faut à tout prix en parler. Nous, on l'aborde à différents niveaux. On l'aborde avec notre client dès le démarrage, dès la définition du besoin. On l'aborde avec les candidats. Au moment du dossier de candidature, on va recueillir leurs besoins, leur fourchette de prétention salariale. Et également en entretien consultant, où on va valider avec eux le fait qu'il y ait un accord ou un désaccord, ou en tout cas qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler sur leur proposition de salaire. Donc on prépare bien nos candidats aussi à ça, à bien réfléchir à leur rémunération. Je vais passer en revue 2-3 étapes là, qui méritent un peu plus d'attention. D'abord, la rédaction de l'offre. Le but de l'offre, c'est d'attirer un maximum de candidats, évidemment. C'est d'avoir une offre, pour ça, une offre simple et lisible. Je vois beaucoup d'offres tourner, et puis nos clients souvent nous demandent de revoir leurs offres, où il y a peut-être 2-3 pages parfois de présentation du métier, de l'entreprise, etc. Généralement, les candidats ne vont pas aller jusque-là. Effectivement, ils vont peut-être survoler un petit peu, prendre des infos, mais pas tous les candidats vont avoir le temps de regarder toute l'offre. Mettons-nous à la place du candidat aussi. Le candidat va postuler à plusieurs offres différentes. Donc, il va peut-être choisir des choses qui sont plus lisibles. Donc, pensons à la simplicité, à la lisibilité de nos offres et de donner des informations qui sont pertinentes, qui sont intéressantes. Ça ne sert à rien de répéter, par exemple, le site internet du client. S'il est déjà bien détaillé, le candidat aura de toute façon le réflexe d'aller dessus. Une offre qui attire un maximum de candidats, c'est une offre aussi qu'on va diffuser le plus largement possible. Alors là, par rapport à notre posture en tant que recruteur indépendant, on va devoir s'appuyer sur des outils qu'on appelle des outils de multi-posting, c'est-à-dire des outils qui vont nous diffuser sur les différents job boards, les différents sites d'offres d'emploi. J'en ai recensé, il y en a un peu plus d'une centaine de sites d'offres d'emploi en France, hein, rien qu'en France, qui justement sont parfois spécialisés, parfois généralistes et consultés par certains candidats, pas par d'autres. Donc, plus on diffuse largement, mieux c'est pour avoir un maximum de candidats potentiels pour notre offre. Donc ça nécessite soit d'investir dans un outil tel qu'un logiciel de multiposting, il en existe pas mal sur le marché, soit de se taper tous les sites ou de sélectionner un certain nombre de sites, parce que c'est un peu long. Mais moi, je vous conseille de diffuser largement. Et puis, pensons aussi aux réseaux sociaux, LinkedIn notamment et Facebook en particulier, qui sont aussi d'excellents vecteurs pour nos offres d'emploi. Je réponds à votre question, Philippe, tout de suite. Juste pour finir donc, sur comment attirer un maximum de candidats, pour ma part, moi, ce que j'ai choisi, c'est d'avoir le moins de contraintes possibles pour répondre, pour postuler. On a certaines offres qui nous précisent, par exemple, qu'il faut, pour postuler, envoyer une lettre de motivation manuscrite, envoyer un book, envoyer une série de références, etc. Plus on va demander aux candidats des choses à faire, et moins certains candidats vont avoir envie de le faire ou de postuler. Bon. Si on est beaucoup plus large au niveau de ce premier filtre, au niveau de ce premier tamis, on va avoir plus de candidats et c'est ensuite à nous de resserrer l'entonnoir. Mais moi, je prêche pour avoir le plus de candidats dès le démarrage. Évidemment, rédiger une offre, c'est commencer à filtrer, c'est-à-dire qu'on va être clair sur les compétences qui sont exigées et celles qui sont secondaires. Et ça, c'est très important de le faire apparaître dans l'offre. Nous demandons à ce que les candidats aient au minimum 2 ans d'expérience dans tel domaine, ou 5 ans d'expérience dans tel domaine, ou 5 ans d'expérience en management d'équipe. Si on est clair là-dessus, ça n'empêchera pas les candidats qui ne correspondent pas de postuler, et ça ne nous empêchera pas non plus d'étudier leur candidature, parce que certains peuvent être atypiques et intéressants. Mais si on doit refuser un candidat parce qu'il ne correspond pas à ces critères, au moins c'est clair, c'était précisé dans l'annonce. Être transparent sur les conditions du poste, j'en ai parlé, notamment la fourchette de salaire. Pour moi, c'est important de l'afficher, ça permet de faire un filtre naturel. Et pour faire ça, je vous ai parlé de ce logiciel de multidiffusion et de gestion des candidatures
qui, à mon avis, est indispensable pour un métier de recruteur indépendant. Philippe nous pose la question, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mentionner dans une offre d'emploi? Alors évidemment, notre offre d'emploi, elle doit répondre à des critères légaux. Il n'y a pas beaucoup de lois ou de règlements qui régissent le métier de recruteur, mais il y en a au moins une qui est la non-discrimination à l'embauche. Donc tout ça, on doit respecter, effectivement. Je n'aurais pas fait un live là-dessus, mais il y a une vingtaine de critères sur lesquels on n'a pas le droit de discriminer. L'âge, sauf lorsque l'âge est une condition réglementaire. Par exemple, pour un chauffeur poids lourd, on ne peut pas avoir personne qui ait moins de 21 ans. C'est comme ça. Le sexe, la sexualité, les mœurs, les opinions politiques, les opinions syndicales, etc. Donc, tous ces critères de non-discrimination, évidemment, ne doivent pas se retrouver dans l'offre d'emploi. Nous cherchons quelqu'un de plus de 25 ans, ça ne peut pas s'écrire. Nous cherchons une femme plutôt qu'un homme, ça ne peut pas s'écrire. Nous sommes même des choses qui sont pourtant orientées positivement. Ce poste est ouvert aux personnes à mobilité réduite. Ben, ça serait la discrimination positive. Ce poste est réservé à des personnes à mobilité réduite, ça serait discriminatoire par rapport aux autres. Donc il faut qu'on soit le plus simple possible là-dessus aussi. On se doit d'utiliser notamment ce que certains n'aiment pas trop, l'écriture inclusive. Vous savez, il, elle, etc. etc. Dans une offre d'emploi, c'est obligatoire de dégenrer l'offre d'emploi. Donc c'est un travail parfois un peu casse-pied, mais on le fait. Et évidemment, il faut être très attentif à des termes comme jeune, comme âgé, etc. Les sites de diffusion d'offres d'emploi, parfois, nous bloquent. Je pense au site de l'APEC, par exemple, qui a mis en place des petits algorithmes pour vérifier chaque offre d'emploi. Et par exemple, si vous voulez diffuser une offre d'emploi sur l'APEC où marqué notre jeune entreprise dynamique recherche leur commercial elle ou il, ben ça ne passera pas, ça sera bloqué puisqu'il y a marqué jeune. On parle de jeune entreprise, on ne parle pas de jeune candidat, mais l'APEC a décidé que jeune, c'était à proscrire sur les offres d'emploi. Donc vous aurez des moteurs de recherche qui vont filtrer là-dessus, mais pas tous. Donc il faut être vigilant à ça. J'en ferai peut-être un article bien précis, comment rédiger une offre d'emploi en respectant ces critères-là. C'est vrai que c'est un sujet intéressant et un petit peu costaud. Je crois que Pôle emploi a mis en ligne un dossier là-dessus. Les recommandations de logiciels pour le traitement de candidature. Alors, on en a testé 2 chez nous. On a testé un premier logiciel, je ne me rappelle plus le nom, il a marqué, vous voyez, qui n'était pas du tout ergonomique. Mais celui qu'on a retenu, je ne vais pas faire de la mauvaise pub, je vais faire plutôt de la bonne pub. On a retenu un logiciel qui s'appelle Between, B-E-E-T-W-E-N, je vais le mettre dans le chat. C'est une entreprise française, donc avec une équipe de développement qui est super dynamique, qui offre pas mal de nouveautés à chaque fois, et qui permet de gérer à la fois la diffusion des offres d'emploi sur une bonne cinquantaine de sites, et de gérer ensuite les candidatures et la relation avec les candidats. Je trouve qu'il est assez bien fichu. On a quelques-uns à l'utiliser ici. Il y a quelques-uns de nos consultants qui suivent le webinaire également, donc s'ils veulent témoigner de leur côté. Je vois que le consultant BC utilise aussi et c'est plutôt pas mal. Continuons avec une autre étape, la réception et le tri des candidatures. Alors là-dessus, on est vraiment sur un filtre. Nous, on a choisi de filtrer assez rapidement, de ne pas perdre beaucoup de temps. Alors ça dépend des postes. Parfois, on a énormément de candidatures. Mon record, c'était plus de 400. Là, effectivement, il faut avoir une grille de critères rapide à examiner. Quels sont les 2-3 critères qui vont nous permettre d'aller plus loin sur cette candidature-là? Donc, ça peut être le diplôme, ça peut être le nombre d'années d'expérience, ça peut être peut-être le permis de conduire, peut-être un certain nombre de choses qui vont être rapides à examiner et qui vont nous permettre de faire un filtre. Je rappelle juste qu'on a aussi ce devoir-là, nous, en tant que recruteurs, d'être indulgents sur cette étape-là. Postuler à une offre d'emploi n'est pas un métier. Le candidat, ce n'est pas son métier d'être candidat. Donc, parfois, il a les bons réflexes. Parfois, il n'est pas formé. Imaginez un cadre qui travaille depuis 20 ans dans la même entreprise, il se fait virer ou il change de métier. Il refait un CV, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de CV.
Bon, ben, soyons indulgents là-dessus. Essayons ne pas être trop royaliste. Il y a un critère en particulier qui est souvent sujet à débat, c'est est-ce que le CV doit faire une page, 2 pages, est-ce qu'il doit y avoir une photo ou pas, enfin, tous ces critères-là qui sont, à mon avis, pas importants à cette étape-là. C'est pas sur ça qu'on doit écarter des candidatures, en tout cas dès cette étape-là. Très rapidement, on doit donc pouvoir éliminer les candidatures qui n'ont rien à voir avec notre recherche. Et là, on va en avoir un paquet. On va donc poster quelque chose. Par exemple, moi, tiens, j'ai recruté pour une clinique vétérinaire un assistant vétérinaire. Je ne vous raconte pas le nombre de candidatures que j'ai reçues de personnes qui adorent les animaux, mais qui sont secrétaires commerciales ou esthéticiennes, etc. Alors, oui, leur lettre de motivation, ils adorent les animaux, mais assistant vétérinaire, c'est un métier, il y a une formation, il faut avoir un bagage. Donc, c'était très facile pour moi de filtrer là-dessus. Toutes les personnes qui n'avaient pas eu déjà soit une expérience en milieu vétérinaire, soit un diplôme en relation avec ce métier-là, étaient exclues. Donc, c'était assez rapide. Et ça permet justement de me concentrer ensuite sur des candidatures qui valent vraiment le coup d'aller plus loin. Là-dessus, moi, je vous invite à créer pour chaque offre une grille de critères avec 3-4 critères indispensables de manière à pouvoir très rapidement pointer ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien dans votre tri et vous permettre aussi d'expliquer objectivement lorsque vous allez refuser les candidatures, vous allez expliquer au candidat que c'est non. Il va vous demander pourquoi. Vous pourrez très facilement ressortir cette grille pour l'expliquer qu'ils n'ont pas correspondu sur ce critère, ce critère, ce critère. Ça permet d'être très objectif. Je reviens juste en arrière. Véronique me demande quel est le coût de Between. Alors, moi, je paye les licences de tous mes collègues, donc je suis incapable de donner un prix exact. Je crois que c'est autour de 80 ou 90 euros par mois par licence. Donc, c'est un certain budget, évidemment, mais ce n'est pas forcément un budget énorme par rapport au service qu'il rend. Juste avant d'utiliser ces logiciels-là, moi, je faisais ma gestion des candidatures sur Excel. Hein. Je faisais un tableau Excel avec la liste de mes candidats, leur mail, etc. Le temps que j'y passais, c'était impossible. Donc, franchement, ça m'a sauvé la vie, ce logiciel. Donc, voilà pour l'information. Mais franchement, j'ai un doute sur le prix. On pourra en discuter après, si vous voulez, si je retrouve une facture. Le dossier de candidature. Le dossier de candidature, c'est un dossier que nous, on a mis en place dans notre processus de recrutement et sur lequel, moi, je pense que c'est intéressant d'inclure dans tous les processus de manière plus ou moins costaud. Vous allez voir. D'abord, c'est un dossier qui nous permet de continuer à filtrer sur des informations qui sont plus complètes. On demande aux candidats, c'est du déclaratif, on demande aux candidats de s'exprimer sur différents sujets, sur les raisons du départ de leur dernier poste, sur les compétences qu'ils souhaitent mettre en avant, sur des exemples de réalisation, etc. etc. Donc tout ce dossier-là, d'ailleurs, peut-être que je sais qu'Anaïs nous suit. Anaïs a été une candidate sur un des recrutements qu'on a réalisé. Elle a dû répondre à ce dossier-là. C'était un dossier un peu long à répondre. Peut-être que Anaïs pourra témoigner dans le chat. Mais pour nous, c'est un filtre super intéressant parce que ça nous permet de bien comprendre si le candidat a bien compris l'offre d'emploi. Ça nous donne aussi une indication sur la motivation du candidat à aller plus loin. Et ça, c'est un super filtre pour ça. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, pour filtrer, pour répondre plutôt à une offre d'emploi, il suffit de cliquer, d'envoyer un CV, parfois de rédiger une lettre de motivation, mais on n'a pas besoin de passer énormément de temps. Il y a beaucoup de gens candidatent avec des bons profils, candidatent à des offres, et à un moment donné, quand on leur demande d'aller plus loin, ils se rendent compte que ce n'est pas tellement l'offre qui les fait rêver. Donc, ils ne vont pas plus loin. Et nous, ce dossier-là, c'est un super filtre pour ça, pour mesurer la motivation des candidats pour le poste en question. Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir un petit peu plus? Certains râlent, hein. On a beaucoup de candidats qui nous envoient un message en disant il est hors de question que je remplisse votre truc, je n'ai pas de temps à perdre. Pas de problème, ça sert aussi à ça, à repérer les candidats qui n'ont pas de temps à perdre. Merci Anaïs, oui, presque 2 heures. C'est un peu long, oui, je sais. Alors, on l'a un petit peu simplifié depuis, Anaïs, mais trop tard pour vous. Du coup, pour nous, ça me fait un véritable filtre. Il y a pratiquement un candidat sur 3 qui ne va pas plus loin. Donc, ça permet de bien mesurer ça. Et puis, c'est aussi, par rapport à notre travail vis-à-vis de notre client, un bon moyen de valoriser la candidature auprès de notre client.
On montre des candidats qui se sont investis, qui ont répondu à des questions, certes des questions objectives, hein, mais où ils vont un petit peu plus loin dans la description de leur recueil. Et la plupart de nos clients nous interrogent là-dessus, nous challenge là-dessus sur la connaissance du parcours du candidat. C'est un bon moyen d'échange entre le client et nous à propos d'un candidat qui s'est exprimé assez librement, qui s'est beaucoup plus exprimé que sur une simple lettre de motivation. Là-dessus, nous, on a opté pour avoir un dossier de candidature qui est type, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est réutilisable d'un recrutement à l'autre, et qu'on a transformé. Alors ça, c'est notre logiciel de gestion de candidature nous permet de le faire. On l'a transformé en formulaire en ligne, que les candidats remplissent chez eux tranquillement, ils ont le temps de le faire, et ça s'implémente à leur dossier de candidature automatiquement. Le logiciel dont je vous ai parlé, Bitwin, permet de faire ça. Pour chaque webinaire, on fait un petit cadeau aux participants parce que c'est toujours chouette d'échanger. Je pense que le cadeau de ce webinaire-là, ce sera notre dossier de candidature. On vous enverra celui qu'on utilise nous au quotidien. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez vous en inspirer pour utiliser également dans vos recrutements. Bien sûr, vous le mettrez en fichier Word, hein, comme ça vous pourrez le modifier, récupérer ce que vous voulez. Là encore, ce dossier de candidature, il doit, pour répondre un peu aussi à Philippe, ce dossier de candidature, il doit respecter également la réglementation sur la non-discrimination. Et la réglementation, elle nous interdit de discriminer sur les critères que je vous ai évoqués, hein, la sexualité, le sexe, les opinions politiques, etc. Mais il nous interdit également, la loi nous interdit également de poser ces questions. Donc, dans notre dossier de candidature, au début, on a fait l'erreur, maintenant, on ne la fait plus. Dans ce dossier de candidature, on ne demande pas l'âge, on ne demande pas la date de naissance, on ne demande pas des informations sur l'état civil, êtes-vous marié ou non, etc. etc. On ne demande pas ces informations-là parce qu'on n'a pas le droit de les demander, en fait. La loi nous impose de ne pas les demander. Donc, souvent, on est confronté à ce problème-là. Nos clients qui nous demandent « oui, mais quel âge elle a ?» Parce qu'ils aiment bien se projeter. Ce n'est pas forcément pour discriminer, c'est pour se projeter dans la relation avec un candidat. Quel âge il a, quel âge elle a On n'a pas ces informations-là, on n'a pas à les demander, on n'a pas à les donner à nos clients non plus. Donc, on explique à nos clients qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces données-là. Après, par exemple, sur l'âge, c'est assez facile quand sur un diplôme, il y a le niveau bac qui est mentionné. On sait qu'à peu près les gens passent leur bac entre 18 et 19 ans. Donc, c'est facile de faire un calcul. Hein. On peut toujours avoir cette information-là de manière détournée. Mais c'est quelque chose qu'on se refuse de demander. Un dernier point aussi là-dessus, sur la protection des données. Comme toute entreprise, on est soumis à la réglementation RGPD, la protection des données personnelles. On recueille énormément d'informations sur nos candidats, donc on a tout un processus aussi de gestion de ces candidatures. On avertit les candidats qu'ils ont le droit d'accès à ces informations, qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, retirer ces informations-là. Donc on fait très attention aussi aux informations qu'on stocke. Et notamment quand on prend des notes sur chaque candidat, on essaye, on s'oblige à ne pas de prendre d'informations qui ne correspondent pas à notre recherche. Par exemple, si le candidat nous dit spontanément qu'il est marié et qu'il a 3 enfants, on ne va pas l'écrire, on ne va surtout pas l'écrire. Parce que si un jour on nous demande de sortir ces fiches-là et de vérifier qu'on n'a pas mis d'informations personnelles qui n'étaient pas nécessaires au poste, on serait sanctionné. Les entretiens consultants. C'est un entretien aussi qui va nous permettre de continuer à filtrer, mais cette fois-ci sur des notions un peu plus personnelles, hein, sur le savoir-être, le professionnalisme. On fait beaucoup d'entretiens par téléphone avec nos candidats, et par exemple, la ponctualité, puisqu'on fixe un rendez-vous, la ponctualité, elle est importante. J'ai souvent des candidats qui me répondent, pas souvent, j'ai parfois des candidats qui me répondent au téléphone et on entend le clignotant de la voiture parce qu'ils sont en train de se garer. Donc ça, c'est un filtre qui est super important. En tout cas, ça nous donne des indices sur le caractère, le tempérament du candidat. On va continuer aussi à filtrer en posant des questions sur la compréhension du poste, sur les conditions. Est-ce que vous avez bien compris que le poste était celui-ci, hein, si on voit qu'il y a un petit décalage entre l'expérience du candidat et les profils demandés, on va questionner, on va challenger un peu le candidat dessus. Est-ce que vous avez bien compris tout ça? Rendre l'entreprise et le projet attractif aussi, c'est au cours de cet entretien où on va nous aussi donner de l'information.
cet entretien, pour nous, il dure entre 20 et 30 minutes, un peu plus parfois. Il y a la moitié du temps où on va parler du candidat et l'autre moitié du temps où on va parler de l'entreprise. C'est nous qui allons donner de l'information sur l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est important d'être transparent auprès du candidat pour qu'il puisse se préparer comme il faut. On est gagnant. Si le candidat s'est bien préparé, qu'il a bien compris les enjeux et qu'il se présente en entretien chez le client avec toutes ces informations, qu'il est top, on a tout gagné. Donc vraiment, c'est important pour nous aussi de faire ça. Donner de l'information sur le contexte du recrutement, donner de l'information sur l'entreprise, sur ce qui fait qu'elle recrute aujourd'hui. Bref, préparer le candidat éventuellement à la suite du processus. Ça, c'est super important pour nous là-dessus et c'est souvent ce qui nous fait gagner des points. Ça, évidemment, c'est moins facile à automatiser que le reste. Les dossiers de candidature, on peut les envoyer de manière automatique. Le tri, etc., c'est des choses qu'on peut faire à distance. Celle-ci, elle demande un peu plus d'investissement. Nous, pour bien équilibrer le temps passé par rapport au gain, on fait effectivement toujours ces entretiens à distance. Soit des entretiens téléphoniques, soit des entretiens en visioconférence. On a des petits outils qui sont gratuits, qui sont faciles à utiliser. Mais c'est super intéressant, je pense, dans un processus d'avoir cette première approche qui permet aussi au candidat d'être plus à l'aise. Il est chez lui, il est tranquille. Et puis nous, d'organiser nos journées aussi. Ça nous permet d'avoir deux entretiens le matin, 2 le soir, d'être plus flexible aussi sur les horaires. Parfois, des candidats qui sont en poste ne peuvent pas se libérer dans l'après-midi pour un entretien. Donc, on va leur proposer de le faire à 18h, à 19h. On peut être beaucoup plus flexible. Je reviens sur le chat. Philippe nous pose une question. Est-ce que la nationalité est un critère légal ? Non, pas en soi. La nationalité ne peut pas être un critère de discrimination dans la mesure où ce n'est pas une compétence pour le poste. Sauf pour certains métiers, comme par exemple l'interprète ou traducteur, où l'interprète, les traducteurs répondent à des chartes, des problématiques vraiment strictes sur leur profession. Ils ne peuvent traduire que vers leur langue d'origine, leur langue maternelle. Par exemple, si je veux un traducteur français-anglais, quelqu'un qui traduise du français vers anglais, il faut que je prenne une personne qui ait une langue maternelle anglaise. Donc là, ça peut être un critère de discrimination légale. Dans la plupart des autres métiers, effectivement, ça ne l'est pas, sauf dans la fonction publique, où il faut être de nationalité française. Par contre, ce qu'on constate souvent, c'est que lorsque vous souhaitez embaucher une personne de nationalité étrangère, notamment hors Union européenne, évidemment, il faut qu'il ait le droit de le faire, il faut qu'il ait le droit de travailler. Donc, il faut que cette personne fasse les démarches pour obtenir un permis de travail, etc. Et en termes de réglementation, c'est un peu plus costaud que ça pour l'employeur, puisqu'il faut que l'employeur se renseigne aussi sur... Enfin, il faut qu'il puisse justifier du fait qu'il ne trouve pas de candidat, soit français, soit de nationalité Union européenne, pour ce poste-là. Donc, il faut justifier la possibilité d'embaucher une personne étrangère pour ça. Donc, c'est un petit peu compliqué d'embaucher des personnes étrangères. Cela dit, on ne peut pas l'indiquer dans l'offre que cette offre est réservée aux Français ou aux personnes non résidentes en Union européenne, etc. On ne peut pas le prendre en compte comme un critère. Je ne sais pas si ça répond, Philippe. Après, ce que je ne sais pas, par contre, parce que nous, on travaille très peu à l'international, mais c'est pour des entreprises qui travailleraient ou qui vous demanderaient de recruter sur le Sénégal ou ailleurs, est-ce qu'il y a des réglementations précises qui s'appliquent? Après, c'est différent peut-être pour chaque pays. À voir. On continue. Les entretiens clients, alors dernière étape décisive du processus, évidemment, notre rôle est d'aider le client à prendre une décision. Et là, j'insiste souvent sur un point précis. On part du principe que tous les candidats qu'on va présenter aux clients correspondent à la demande, plus ou moins, mais correspondent, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement embauchables. On peut faire des erreurs, ça peut arriver. Ça nous est arrivé de présenter des candidats qui n'étaient pas en phase finalement, ou qui nous avaient un petit peu entourloupés pendant les différents processus. Ça peut arriver. Mais en général, les 3, 4, 5 candidats qu'on va présenter à nos clients sont des candidats qui sont potentiellement embauchables et il faut qu'on soit un petit peu ferme là-dessus par rapport à nos clients. On a vérifié qu'ils étaient embauchables. On avait tout un processus qui fait qu'on a vérifié qu'ils avaient les compétences exigées dès le départ. Après, c'est le client qui choisit malgré tout et nous, on va juste l'aider à se projeter avec chacun des candidats sur des relations à long terme.
souvent que pour des CDI. Donc, c'est là où on va l'aider. Est-ce que cette personne-là est plus adaptée qu'une autre, etc. Et on a un vrai rôle de conseil à faire, mais par contre, on ne prend pas la décision à la place du client. C'est vraiment le client qui prend sa décision. Et quand il prend une mauvaise décision et qu'on le sait, on l'avertit, bien sûr, mais on ne peut pas l'empêcher de le faire. Ça m'est arrivé, effectivement, d'avoir un client en désaccord avec moi sur des candidatures, qui a préféré une candidature où ça s'est mal passé. Bon, je lui avais dit. Mais là-dessus, on fait son travail d'explication, de pédagogie, aussi pour protéger un petit peu son travail à soi. On va jusqu'au bout des choses. On s'appuie surtout sur des critères objectifs pour motiver le choix. Et là, c'est notamment sur le refus, c'est parfois difficile à faire. J'ai recruté dernièrement une personne enfin, je ne l'ai pas recrutée puisque c'est une personne qui collait bien au poste, mais qui dans son histoire personnelle, nous a évoqué des soucis avec ses anciens employeurs. Ce n'est pas un critère objectif pour motiver un refus. Ce n'est pas parce que vous êtes mal entendu avec un ancien employeur que vous ne serez pas bon sur le poste. Donc, il a fallu qu'on gratte avec le client et qu'on explique, que moi j'explique que je ne peux pas dire ça à mon candidat, que je ne peux pas dire qu'on refusait parce qu'il avait une mauvaise relation. Donc, on a essayé de réapprofondir, de réexaminer toutes les candidatures et de voir ce qui cloche au niveau objectif, au niveau des compétences, au niveau du savoir-être. C'est important, puisqu'après, notre rôle va être d'expliquer ça au candidat. C'est vraiment une étape super importante parce que c'est le seul moment où l'entreprise et le candidat se rencontrent. Donc, notre rôle aussi va être en termes d'organisation, la logistique, le planning des entretiens, respecter les horaires, etc. Donc, c'est nous qui effectuons les convocations des candidats, où on explique comment va se passer, qui sera présent à l'entretien, combien de temps ça va durer pour que le candidat puisse aussi se positionner. On essaye d'instaurer un climat de confiance aussi dès le démarrage. Enfin, notre procédure à nous, notre façon de voir les choses, c'est que le recrutement doit bien se passer, que l'entretien doit être un bon moment d'échange. On n'est pas dans le rôle bon flic, méchant flic. On n'aime pas trop cette posture-là. Après, ça peut avoir son sens dans certains recrutements, mais pas pour nous en tout cas. Donc, on essaie d'instaurer ce climat de confiance en mettant à l'aise le candidat, en essayant de faire démarrer l'entretien sur une bonne voie. Et puis, ça permettra du coup à notre client de comparer sur des prestations d'entretien qui sont équivalentes entre les différents candidats. C'est la seule étape où l'entreprise et le candidat se rencontrent. C'est important de le préciser aussi pour pouvoir expliquer à notre client qu'il y a eu tout un travail avant. On ne lui présente pas 3 candidatures comme ça, ce n'est pas 3 CV qu'on a sortis du chapeau. On a travaillé avec ces candidats avant, on les a interrogés, on a constitué des dossiers, on a étudié un certain nombre de choses. Donc c'est important de le préciser. Parfois on présente 3 candidats, parfois on en présente 2, parfois on n'en présente pas beaucoup, pas plus. J'ai eu des recrutements, je n'ai représenté qu'un seul candidat parce que c'était le seul que je pouvais présenter. Il a été recruté, ça se passe très bien. Mais c'est parfois frustrant pour les clients de se dire mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas autant, qu'il n'y en ait pas plus? Et ils ont l'impression qu'on n'a pas fait le travail, alors qu'au contraire, notre travail a été fait. Il a été plutôt bien fait, même puisqu'on a présenté que ce qui était vraiment intéressant à dire. Donc là, on a un travail de pédagogie à faire auprès de nos clients pour expliquer que ceux qu'ils ont payé notre prestation, c'était avant tout de faire ce travail à leur place, de présélection, et de ne pas leur donner 10 CV, 20 CV qui n'auront pas été qualifiés. Là-dessus, nous, on fournit aussi à nos clients 2 documents, un guide d'entretien, puisque c'est eux qui mènent l'entretien. Par contre, nous, on est là juste en intermédiaire. C'est eux qui mènent l'entretien et parfois, certains de nos clients ne sont pas très à l'aise. Donc, on leur donne un guide qui s'inspire, ils s'en inspirent ou pas, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais qui précise un certain nombre de questions qu'il faut forcément poser ou qui vont orienter la discussion. Et puis, on leur fournit aussi cette liste de questions interdites, des questions qu'on pose couramment en entretien, malgré tout, hein, que les candidats nous font remonter à chaque fois. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Quel âge avez-vous? Etc. Et ces questions-là, on n'a pas le droit de les poser. Donc, nous, on en a fait une liste. Elle n'est pas exhaustive, hein, mais on en a fait une liste pour expliquer à nos clients que non, on ne va pas pouvoir poser ces questions. Est-ce que je rédige un compte-rendu d'entretien pour mes clients? Alors, non, je ne rédige pas un compte-rendu d'entretien, ça on ne le fait pas, puisqu'en général, sur ces recrutements, les recrutements qu'on fait, la décision est prise assez rapidement. On ne recrute pas pour des cadres ou enfin, très peu, on le fait de temps en temps.
on le fait très peu. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir ce compte-rendu-là. En général, avec nos clients, on a une relation assez directe et la décision se prend en discutant. Donc, on ne le fait pas. Mais on pourrait très bien le faire, effectivement, dans le processus. Ça pourrait être à rajouter. Merci, Véronique, pour cette remarque. Je fais un dernier point sur... hop, je reviens, pardon. Excusez-moi. Voilà, sur la réponse au candidat, justement. Alors, ce n'est pas une technique particulière, mais c'est plutôt une posture, une méthodologie que nous, on met en place. On laisse le client annoncer la bonne nouvelle. Le candidat qui va être retenu par le client, c'est lui qui va l'appeler pour permettre justement de créer du lien, commencer à créer cette relation employeur-salarié. Et puis, éventuellement, parce qu'il y a une négociation, nous, on se refuse dans notre processus de négocier à la place de nos clients, parce que ce n'est pas notre argent qui va payer le candidat. Donc, on laisse faire le client là-dessus. Et le candidat aussi, si négociation il doit y avoir, une négociation va porter sur le salaire, mais aussi sur des outils, sur la formation, sur la date d'embauche, etc. Les mauvaises nouvelles, par contre, elles sont annoncées par nous. Et on préfère le faire pour deux raisons. D'abord, on est sûr que c'est fait. C'est important d'apporter une réponse à tous les candidats et que les candidats refusés aient une réponse, même si elle est très basique. Et puis, surtout, on veille à donner des réponses objectives. Je vous ai donné cet exemple tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. On fait attention à ce que le refus soit motivé par des critères objectifs, qui sont liés donc à des conditions. C'est parfois pas évident, hein, parce que sur les 3 derniers candidats en processus, en entretien, parfois le choix se fait un peu au feeling, à l'intuition, à ce que l'employeur projette sur le candidat. Et c'est très difficile de trouver la bonne raison à expliquer. Mais bon, il faut le faire quand même. Il faut qu'on travaille là-dessus. Attention au timing là-dessus. Il faut d'abord être sûr que le candidat a retenu la proposition, parce qu'on peut avoir ça aussi, hein, que le candidat que nous avons retenu, que le client a retenu, n'accepte pas la proposition. Donc on se retrouverait dans le cas où il faudrait appeler le second peut-être, si convenait, etc. Donc soyons sûrs déjà que le candidat ait accepté la proposition, et puis nous, on va ensuite passer un appel personnalisé à tous les candidats qu'on a rencontrés, donc ceux qu'on a rencontrés en physique, mais aussi en visio ou par téléphone. Par contre, tous ceux qui ont été éliminés au moment de la phase de tri des CV, ceux-ci, en général, on leur envoie un mail type. C'est le parti de prix qu'on a, en leur laissant la possibilité aux candidats de nous contacter s'ils veulent plus d'explications. Très peu le font, mais ils le font, et quand ils le font, évidemment, on leur répond. J'ai raté une question de Philippe. Comment valorisez-vous ce travail préliminaire si le client ne recrute pas en définitive le candidat? C'est une très bonne question. On va y venir aussi sur la deuxième partie. Parfois, c'est du travail raté parce que effectivement, on a des super dossiers, on a des super candidats, et puis ils ne recrutent pas. Bon, on a des candidats qui recherchent toujours. Alors, nous, c'est ce qu'on fait, ce qu'on indique toujours à nos candidats, qui est recrutement ou pas d'ailleurs. Tous les candidats qui sont refusés ou les candidats qui n'ont pas été embauchés en tout cas, on leur propose de conserver leur candidature et leur dossier au cas où une offre similaire se présente. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver que sur le même secteur, une entreprise concurrente nous appelle un jour en nous disant on a besoin de tel truc. Donc, du coup, on va réintégrer ces personnes qu'on a rencontrées dans ce processus. Mais sachant que chaque recrutement est vraiment particulier, les conditions ne sont pas les mêmes, l'entreprise n'est pas la même, donc on ne peut pas placer des gens d'une entreprise à l'autre, les déplacer d'une entreprise à l'autre, c'est peut-être pas tout à fait, c'est pas toujours pertinent. Donc oui, on va garder les dossiers, on va probablement parfois les réutiliser sur des recrutements similaires, mais c'est quand même peu fréquent, il faut l'avouer. On a tenté une expérience il y a quelques années d'utiliser ces dossiers-là pour, entre guillemets, les vendre à des clients qui ne recrutaient pas forcément par nous, c'est-à-dire proposer des candidatures en anonymisant évidemment les candidats. Ça n'a pas du tout marché parce que ça ne correspondait pas aux besoins des entreprises qu'on avait visées, visiblement. Donc, pour le moment, voilà, ces candidats-là, ce travail-là, il reste chez nous et puis on espère qu'on pourra réutiliser ça, mais c'est très peu fréquent. Un petit temps d'échange avant la deuxième partie concernant la relation commerciale justement avec nos clients, qui sera un peu plus courte. Hein.
Je ne sais pas quelle heure il est, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des remarques ou peut-être des choses à rajouter, vous, de votre côté, là-dessus? Je regarde un peu le chat si j'ai fait des choses. Je vous laisse quelques temps pour rédiger. Hop. Merci Blandine, à bientôt. Alors, on va passer du coup à la deuxième partie, qui sera un petit peu plus courte, hein, je vous rassure. La relation commerciale, ça m'a paru important qu'on évoque ça ensemble. Ce n'est pas une technique de recrutement en tant que telle, mais pour un recruteur indépendant, c'est important quand même d'avoir un certain nombre de choses. Et notamment formaliser notre processus commercial. On a formalisé notre processus de recrutement. C'est important aussi qu'on formalise notre processus commercial dans la relation avec nos clients. Le nôtre, il est très simple, et puis j'aurais du mal à faire plus simple. On va d'abord émettre une proposition. Donc, on a rencontré un client ou un prospect qui a un besoin. On va lui proposer donc, notre intervention avec un devis. On va afficher un prix. On va ensuite, s'il est d'accord, lui faire signer un contrat, éventuellement facturer un acompte. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais on le fait de plus en plus. Et puis le solde à la mission. La proposition, elle doit inclure évidemment tous les frais annexes, il faut qu'on soit précis là-dessus, notamment les frais de déplacement, s'il doit y en avoir, on peut les faire apparaître, les frais liés à la diffusion d'offres sur certains services payants, il y a des sites d'offres d'emploi comme par exemple Monster, où les tarifs sont assez importants, ça serait dommage de perdre notre marge là-dessus, donc on ne les inclut pas dans un forfait, comme vous voulez, mais en tout cas, il faut que ça soit transparent pour le client, il faut qu'il sache ce qu'il paye ou pas. Le contrat, lui, va décrire précisément ce qui se déroule dans la mission et notamment les cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe si, et on va en lister quelques-uns, on les a tous eus, les cas particuliers, je pense. La facture d'acompte, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais nous, on l'encourage fortement parce que ça sécurise, ça engage le client vis-à-vis du processus. Et puis, on a toujours des frais au démarrage. Et enfin, la facture de solde qui doit correspondre à la proposition de début. On évite le plus possible de faire des mauvaises surprises à nos clients en rajoutant des frais parce qu'on a finalement diffusé sur plus de supports payants que prévu, etc. Ça ne sera pas au mieux. Les cas particuliers, il faut les inclure au contrat. Vraiment, il faut que là, si vous vous lancez là-dessus ou si vous n'avez pas ça, il faut que vous questionnez vraiment sur ces cas particuliers parce qu'on y a tous eu droit. Que se passe-t-il si le client reçoit les candidatures en direct et pas par nous? Donc, s'il reçoit une candidature et qu'il l'intéresse, est-ce que le processus s'arrête? Est-ce qu'il la renvoie vers nous? Nous, on a pris parti, par exemple, d'indiquer dans notre contrat que toute candidature reçue doit être redirigée vers le cabinet. Est-ce que le client peut faire appel à un autre recruteur indépendant ou à un autre cabinet? Est-ce qu'il peut nous mettre en concurrence? Qu'est-ce qu'on écrit là-dessus? Là aussi, ça vaut le coup d'être écrit parce que si le fait accompli, si vous êtes devant le fait accompli qui fait appel à plusieurs cabinets en même temps pour la même mission, ça risque d'être un peu dur à gérer pour vous parce que vous allez devoir accélérer le processus. Il va y avoir la même offre diffusée à tous les candidats, mais par des cabinets différents et des processus différents. Ça va être compliqué à expliquer aux candidats. Bref, là-dessus aussi, moi, je vous invite à y réfléchir, à l'inclure dans le contrat. Est-ce que, oui ou non, on a l'exclusivité du recrutement ou pas? Et qu'est-ce que ça implique vis-à-vis du client? Qu'est-ce qui se passe si le client stoppe le recrutement? On l'a évoqué tout à l'heure, hein, le client, on lui a fourni des candidatures, puis finalement, il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin, ou il est en difficulté, ou finalement, c'est plus pour un an, ou il a trouvé sa belle-sœur. Enfin bref, on arrête là. Est-ce qu'on facture tout? Est-ce qu'on facture une partie? Qu'est-ce qu'on inclut dans le contrat pour que ça soit clair et transparent? Donc là aussi, il faut que ça soit contractualisé avant. Qu'est-ce qui se passe si le client recrute par un autre canal? On l'a un peu évoqué. Est-ce qu'on arrête ou pas? Est-ce qu'on facture le solde ou pas? Bref, ça, c'est des choses qu'il faut aussi inclure. Si nous, de notre côté, on ne trouve pas assez de candidats, ça peut arriver, ça arrive malheureusement un peu trop souvent parfois, des candidats, des postes pénuriques, des postes où il y a très peu de candidats, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se donne un délai supplémentaire? Est-ce qu'on inscrit une durée d'ailleurs de notre prestation de mission dans le contrat ou pas? Qu'est-ce qui se passe si à la fin de ce délai-là, on n'a pas réussi à accomplir une mission? Est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'on ne rembourse pas? Bref, tout se vaut. Hein. Il n'y a pas de stratégie particulière, mais en tout cas, il faut y réfléchir avant. Que se passe-t-il si l'embauche n'est pas concluante? Cette fois-ci, le processus est allé jusqu'au bout, mais le candidat ne reste pas.
le salarié a décidé de partir avant la fin de la période d'essai, par exemple, ou c'est l'employeur qui dit finalement c'est plus la bonne personne, qu'est-ce qu'on fait ou pas? Nous, on a pris le parti, par exemple, durant 2 mois, hein, entre le moment de l'embauche et les 2 mois qui suivent, si le candidat ou l'employeur décide de partir, enfin décide de se séparer, on reprend le processus de recrutement sans frais supplémentaires. Si c'est au-delà de 2 mois, là par contre, ça correspond à une nouvelle prestation. Et là, encore une fois, c'est écrit dans le contrat, ce qui permet d'être sécurisé pour pouvoir l'expliquer. Donc, tous ces cas particuliers, il y en a sûrement d'autres, et je pense que parmi vous, il y en a peut-être que je n'ai pas cité, mais qui pourraient en citer d'autres. C'est dans le contrat. Voilà. On l'écrit, on explique ce qui se passe. Ça nous permet aussi d'expliquer comment va fonctionner notre client quand on lui fait signer le contrat. On lui explique chacune de ses clauses. Et surtout, on met en avant l'avantage client. Par exemple, mettre en concurrence 2 cabinets de recrutement, ce n'est pas intéressant pour lui. D'abord, il va payer 2 fois, probablement, 2 factures d'acompte. Deuxièmement, on va lui expliquer qu'en étant en concurrence, forcément, c'est le premier qui a gagné, donc on risque de bâcler un petit peu plus notre travail, de moins qualifier les candidatures. Et puis troisièmement, quelle crédibilité vis-à-vis du candidat? Le candidat qui va voir l'offre diffusée par 2 canaux différents, qui va y répondre parce qu'il n'a pas forcément fait le lien que c'était la même entreprise qui a recruté, qui s'aperçoit qu'il est dans 2 processus de recrutement qui correspondent à la même offre, et là il va se dire pourquoi payer autant perdre autant de temps pour une seule offre, hein. Donc c'est la crédibilité du client qui risque d'être mise en cause. Et puis un point aussi important sur la mise en concurrence qu'on explique souvent aux clients, c'est que c'est pas parce que vous avez 2 cabinets de recrutement sur le même recrutement qu'il y aura 2 fois plus de candidatures. Le pool de candidats qui répond aux offres, il est toujours le même. Ça ne se multiplie pas si on lui met plus de monde. Donc c'est ça qu'on explique à nos clients, pourquoi nous, on souhaite préserver l'exclusivité. Et pareil, dans ce contrat-là, on va aussi écrire ce qui n'est pas appliqué. Si ce n'est pas appliqué, c'est clause. Qu'est-ce qui se passe? On arrête le contrat, on facture la totalité du contrat, on rembourse une partie ou pas. Enfin bref, tout ça, il n'y a pas de règle particulière, mais tout ça s'écrit. Tout ça s'écrit pour que ça soit transparent et que la relation entre le client et le recruteur soit la plus simple possible. Plus c'est formalisé, plus c'est sécurisé. Et moi, je vous invite, si ce n'est pas fait déjà, à le faire travailler par un avocat ou un juriste, parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment par exemple liées à la RGPD, liées à plein de choses comme ça, qui sont vraiment aussi très importants à respecter et à faire respecter par nos clients. Donc voilà pour cette partie-là. C'est cette partie contrat, donc c'est un gros boulot hein, au début, mais une fois qu'on a un modèle ou une fois qu'on a bien écrit les choses, en général, ça passe mieux. J'en ai terminé avec ce webinaire. J'espère que je vous ai donné des informations que vous attendiez. Je vois que Philippe pose encore une question. Les tests utilisés, le test de personnalité, on utilise un test de personnalité qui est fourni par la société Vadequa, qui s'appelle Casedis maintenant. Je vais vous l'écrire également dans le chat. C'est une société française qui édite ce questionnaire qu'ils ont conçu. En fait, ce test, ils l'ont conçu avec toute une équipe de psychologues, de sociologues, etc. Donc, c'est assez costaud. C'est plutôt facile à utiliser. Alors là aussi, Anaïs pourrait répondre, je ne sais pas si elle est encore connectée. Anaïs aussi à tester. C'est une 40aine de questions et ça donne des résultats intéressants. Alors, on n'est pas sur le niveau du MBTI, par exemple. Ah oui, effectivement. Hop. Je vais l'écrire ici. Excusez-moi, je l'ai envoyé que à Véronique, donc c'est pour ça. Normalement, là, vous devez l'avoir. Et pour le logiciel de gestion de candidature, c'est Between. Voilà. Donc ce test-là, il n'est pas du niveau du MBTI en termes de précision, mais il est aussi plus facile à remplir, plus simple. Concernant, alors Véronique nous pose la question, en termes d'honoraires, vous partez sur un pourcentage du salaire brut annuel? Non. Non, on a décidé de simplifier un peu ça.
parce que notre clientèle à nous, TPE, PME, souvent ont du mal un petit peu avec les salaires. Et on a décidé de forfaitiser, c'était beaucoup plus simple. Donc on est sur une fourchette selon le profil, hein, selon le niveau, si c'est un technicien, un cadre ou autre. On a discuté du recrutement, on est entre 3 000 et 7 000 euros, 8 000 euros de prestations hors taxes, qui inclut généralement, nous on inclut tout, le pack média, c'est-à-dire la diffusion dans les offres d'emploi. Ça nous permet d'avoir une petite marge de manœuvre. Si on a suffisamment de candidatures intéressantes sans passer par des sites payants, ben, ça fait de la marge supplémentaire. S'il faut en mettre un coup, ben, on en met un coup, ça permet de compenser. Donc non, on ne part pas sur le pourcentage. On s'est rendu compte au début, moi je l'ai fait un petit peu au début, et en fait on s'est rendu compte que ben, les clients nous donnaient des fourchettes de salaire très basses au démarrage pour justement payer le moins possible. Donc, enfin, j'ai eu qu'avec 2 clients. Donc j'ai arrêté de le faire, j'ai forfaitisé, c'est beaucoup plus simple pour nous à présenter. Je regarde le chat, est-ce que j'ai loupé des questions? Non, je ne crois pas. Alors, on peut continuer hein, éventuellement à échanger. Je vais vous donner juste une dernière information. Donc, le 9 juin, je vais faire le dernier webinaire de la trilogie, où justement on parlera un petit peu plus d'honoraires, on parlera un peu plus de comment bien s'entourer pour lancer son entreprise de recruteur indépendant. Donc, encore une fois, c'est plus destiné aux personnes qui aimeraient se lancer à leur compte ou qui sont à leur compte et qui aimeraient prendre des conseils aussi. Enfin, en tout cas, mes conseils, parce que je n'ai pas non plus une parole divine. Donc voilà. Alors, concernant l'enregistrement, dans quel contexte vous seriez amené à diffuser nos noms? En fait, je ne vais pas citer vos noms dans les posts que je vais faire ou dans la chose. C'est juste, je vous ai cité par vos prénoms, je n'ai pas utilisé vos noms de famille. Je ne pense pas, en tout cas, j'espère pas. Donc c'était juste là-dessus. Je ne vais pas vous taguer sur les publications qu'on va faire. La vidéo, donc l'enregistrement, sera du coup disponible sur humaneo.fr. Si vous n'avez pas vu le premier et que ça vous intéresse, vous pouvez le voir. Il dure un peu longtemps, il dure un peu plus d'1 heure et quart. Il est sur notre site humaneo.fr. Et puis, si vous avez envie de continuer à échanger avec moi je suis plus en confinement, mais je suis quand même souvent au bureau maintenant. J'ai pris goût au travail au bureau. Vous avez mes coordonnées également. On peut échanger, on peut rester en contact. Merci en tout cas pour votre participation, c'était vraiment chouette. Merci Jonathan, et effectivement à demain Jonathan. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous.